Alors on va commencer. Je vous laisse prendre place. Bienvenue au Web Mardi. Avant qu'on commence, j'ai une petite question pour vous. Pour qui c'est la première fois, le Web Mardi? Ah, quand même, c'est cool. Cool, bien, ça fait plaisir de voir de nouvelles têtes. Alors, pour ce soir, on aura bien sûr le talk de Claire, mais avant, je vais vous parler un petit peu du Web Mardi plus en détail. Après le talk de Claire, il y aura un quiz. Restez attentifs parce qu'il y a des prix à gagner. Donc, si vous voulez gagner le grand prix, il va falloir vraiment prendre des notes. Après tout ça, on aura le moment qui s'appelle l'open mic. Donc, vous pourrez venir ici. Et puis, si vous cherchez, par exemple, des gens chez vous, des designers, des développeurs, des personnes qui font de la gestion de projet, c'est le moment. Ou si, par exemple, vous avez un projet qui est cool et que vous avez envie de le partager avec la communauté, ce sera le moment. Et après, bien sûr, on a l'apéro. Le Web Mardi. Alors, le Web Mardi est composé de 6 personnes. On s'occupe du Web Mardi bénévolement et puis on organise des événements tous les premiers mardis du mois sur différents sujets, du dev, du design, de l'UX. Et vous pourrez retrouver tous nos talks sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder s'il y a peut-être des sujets qui vous intéressent. Vous pouvez souscrire à ces événements sur Meetup. Je remercie aussi nos sponsors. C'est eux qui nous permettent de vivre. Ils nous sponsorisent financièrement. Donc, il y a Idora, LIP, Super 8, le CPNV et puis Peerdom. C'est grâce à eux qu'on peut avoir tout le matériel qui nous permet d'organiser ces soirées et aussi les apéros. Merci à eux. Je remercie aussi Cospire Coworking. C'est grâce à eux qu'on peut faire le Web Mardi ici. Et d'ailleurs, si jamais vous cherchez un endroit justement pour travailler, vous pouvez contacter Lucio. Je pense qu'il sera par là durant l'apéro. Voilà. Avant qu'on commence, je voulais savoir qui c'est qui fait de l'UX ici. On a quand même des experts là. Ok. Et qui c'est qui a fait du design? Ok. Du développement? Ah, ok. Gestion de projet? Un peu tout en même temps? Ouais, on est un peu tous comme ça. On a sûrement fait un peu du X quelques fois. Et puis, ce soir, on a la chance d'accueillir Claire qui va nous donner quelques informations par rapport à ce thème-là. Merci Claire. Merci déjà à tous d'être là. Je ne pensais pas avoir autant de monde, ça m'impressionne un peu quand même. Donc je suis venue pour vous parler de l'expérience utilisateur et surtout un peu des anecdotes, des retours d'expérience, des choses qu'on a essayé de mettre en place, qu'on a réussi, pas réussi. Donc voilà. Pour commencer, je me présente un peu. Ça c'est moi qui souffre en montagne. J'adore la montagne, j'adore la randonnée, j'adore faire des week-ends où on part avec la tente et dormir en montagne. J'aime le thé, j'aime le chocolat chaud. Alors pas n'importe quel chocolat chaud, celui qu'on râpe soi-même et qu'on met 1 heure à faire. J'aime faire fermenter des choses, j'aime tester tout type d'expérience. Parce que au final, si je fais de l'expérience utilisateur, faut aussi que je sois utilisatrice. Donc j'aime tester plein de choses.
Qu'est-ce que j'aime d'autre? J'aime le jardin, j'adore jardiner, donc c'est mon balcon, avec 3/4 d'espace rempli de pots avec des plantes. Et voilà, pour mettre un peu de contexte. Donc on est venu ici pour parler de la conception centrée utilisateur. J'ai rajouté entre parenthèses sur le vivant parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur actuellement. C'est comment apporter une dimension dans la conception de produits en prenant en compte l'environnement. Donc c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses sur le vivant parce que je ne sais pas si c'est encore le bon mot ou pas. Enfin voilà, je cherche encore, on va dire. Donc qu'est-ce que c'est la conception centrée utilisateur? C'est le fait de concevoir un produit, une expérience sur les utilisateurs finaux, les personnes qui vont utiliser notre produit. Cela peut se traduire donc, dans différents domaines. On a donc les produits, on a l'expérience humaine qui peut être en équipe, l'expérience partenaire et puis bien d'autres. Donc là, c'est pour la partie un peu théorique, donc je passe rapidement dessus. Donc voilà, on a différentes phases. On a une phase découverte où on va essayer de comprendre quel est le besoin. On a une phase exploration où là, on va essayer de commencer à créer des solutions, à apporter des nouvelles idées par rapport à un besoin, une problématique. Et la phase prototypage qui nous permet donc de tester notre solution pour voir si elle fonctionne. La partie implémentation, c'est plus pour la vérification que les développeurs ont bien implémenté correctement ce qu'on leur a présenté au préalable. Et puis la fin, c'est quand on a notre client ou notre utilisateur qui est tout content d'utiliser notre produit. Donc on va rentrer dans la phase empathie. Avant, on va faire un petit jeu pendant les slides. À chaque fois que vous allez voir cette slide, après vous aurez une image d'un film. Et le premier qui trouve le film, il gagne des bons becs. Voilà. Donc vous êtes prêts? Vous êtes tous dit en même temps. Comment je sais qui est le premier? Bon, je sais pas. Il y en a un qui a levé le doigt tout à l'heure. Tiens. Hop, bravo. Donc le loup de Wall Street, tout à fait. Pourquoi j'ai mis cette image? Parce que donc on a voulu mettre en place un petit déjeuner. On a fait cela pour récolter du feedback auprès de nos utilisateurs, pour leur présenter notre produit et pour embarquer les autres personnes qui faisaient partie de l'entreprise, qui entendaient parler du produit et qui ne le connaissaient pas, mais qui vont potentiellement l'utiliser plus tard. Donc on s'est dit, on va organiser un petit déjeuner, on leur donne une plage horaire entre 8h30 et 11h, on leur demande de venir un peu comme ils veulent, pas forcément à une heure précise, et ils viennent tester le produit par petits groupes et puis on échange de manière informelle. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ils sont tous arrivés à 9h parce qu'ils sont très carrés, donc à 9h c'est la pause. Ils sont tous mis comme ça en cercle à attendre que quelqu'un fasse quelque chose. Et donc, je me suis retrouvée à présenter l'outil alors que je ne voulais pas du tout faire ça à la base. Et voilà, donc je n'ai pas réussi à dire non. Et ça, c'est un apprentissage là-dessus, c'est dire non. Parce que si j'avais dit non, au final, ça les aurait un peu déstabilisés parce qu'ils s'attendent toujours à avoir une présentation. Et puis, moi, ça m'aurait permis de faire mon exercice correctement et puis de casser en fait cette structure rigide qu'ils ont de si la pause elle est à 9h, c'est tout le monde vient à 9h et tout le monde attend quelque chose à 9h. Donc voilà, ça c'était l'apprentissage. J'aurais rêvé être comme Léo, les bras comme ça, et que chacun fasse ses petites expériences avec l'outil. Mais non, c'est pas du tout passé comme ça. Voilà, la réalité, elle était un peu plus triste, on va dire, un peu moins fun, mais c'est pas grave. J'ai quand même récolté des infos. Et voilà, ça c'était mon premier apprentissage, vraiment dire non en fait, et pas avoir peur du client et pas se dire bon, je lui fais plaisir, allez, je dis oui pour faire la présentation. Et voilà, vraiment lui dire non en fait pour aller jusqu'au bout de l'idée. Oh non, il manque une slide. Bravo, James Bond, désolé. Alors, oui, donc j'ai mis ça, parce qu'on est toujours dans empathie, pour l'observation. J'aimais bien son regard. Donc, regardez jamais vos utilisateurs finaux comme ça, hein, ça les met un peu mal à l'aise quand même. C'est pas très cool.
L'observation, c'est une méthode, pour ceux qui ne savent pas, qui permet de regarder comment les utilisateurs finaux utilisent un produit, comment ils se comportent dans leur quotidien et puis comment ils interagissent en fait, quels sont leurs modèles de pensée, leur façon de travailler. Donc ça, c'est une excellente méthode pour récolter en fait, des données sur nos utilisateurs finaux, puis pour apprendre à les connaître. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi la création du lien. Le fait de passer une journée avec eux, un moment avec eux, va nous permettre de créer du lien. Donc ils seront plus à l'aise après pour nous faire du feedback, pour nous expliquer un peu leurs besoins. Donc ça, c'est une méthode que j'apprécie beaucoup. Et au-delà de comprendre comment ils fonctionnent, j'apprécie beaucoup cette partie vraiment création du lien et rencontrer ces personnes et comprendre comment ils fonctionnent. Ah oui, j'ai oublié de dire au début, si jamais vous avez des questions, vous avez le droit de me couper. Ouais, j'ai juste oublié de dire ça. N'hésitez pas. Voilà. Si vous avez des questions, du coup, on vous passera le micro pour qu'on vous entende. Du coup, Geoffroy, tu ouais, j'ai juste oublié de dire ça. Donc voilà. Donc là, on rentre dans une nouvelle phase qui est la phase donc, définition. Donc on est toujours dans la partie découverte. Vous êtes prêts pour le film? Bronzé. Oui, joli. Mais lequel? Lequel? Le bronzé, c'est pas direct. Ouais, c'est les bronzés. Le 1 ou le 2. Et si je suis deuxième, vas-y, donne. C'est qui a dit en premier? Ah oui, c'est le premier. J'aurais dit que c'était là le premier. Non, c'est les bronzés tout court. Merci, sur la plage. Pas très... Je danse pas très droit. Hein. Bravo. Donc les bronzés. C'était donc pour parler d'une expérience sur le guichet interactif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place chez un de nos clients où on voulait être à un endroit précis directement chez le client, comme un espèce de guichet où tout le monde pourrait nous voir et venir en fait, dès qu'ils ont une idée ou quelque chose, ils savent qu'on est ici et ils peuvent venir nous voir et nous parler. Donc on a voulu mettre ça en place. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à le mettre en place parce que c'était en période Covid, donc du coup ça ne marchait pas trop. Moi j'ai eu un syndrome de l'imposteur parce que c'était l'ancien UX qui avait proposé cette idée et j'ai voulu donc me l'approprier, mais je sais pas, j'avais l'impression que je lui volais son idée, donc j'ai pas réussi à pousser en fait le projet parce que je trouvais que c'était une idée géniale et que j'étais ultra motivée. Mais je sais pas, j'ai pas réussi à me mettre vraiment dans cette idée-là parce que j'avais l'impression que je lui volais son idée. Et voilà, donc ça pareil, c'était un apprentissage aussi que c'est pas parce que c'était un autre designer qu'il faut pas le faire. Mais voilà, c'était compliqué. Et voilà, c'était vraiment dans le but de récolter du feedback, d'être proche des utilisateurs, de les voir tous les jours, d'échanger avec eux, et puis de manière un peu plus informelle et pas d'avoir une réunion, un meeting qu'on book dans un calendrier où on où on récolte du feedback à ce moment-là. C'était vraiment pour garder ce côté un peu spontané. Ensuite, on a la phase idéation. Donc là, on rentre dans l'exploration. Vous êtes prêts? Oui, joli. Je crois que c'était à droite. Hop. Hop. Alors ça, c'est une méthode 6 to 1. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'apprécie beaucoup cette méthode. En fait, on a 6 minutes pour designer, on va dire, 6 solutions à une problématique, donc 6 interfaces en général, sur un papier, et ensuite on doit sélectionner celle qu'on préfère et expliquer pourquoi. Donc c'est une méthode d'idéation qui est assez rapide et qui est assez efficace et qui plaît beaucoup parce que ça embarque souvent les utilisateurs finaux dans notre monde, ils comprennent un peu plus notre métier et en plus de ça, souvent ça apporte du fun en fait parce qu'on dessine, parce qu'il y a un timing, qu'on doit se dépêcher, donc souvent ça... Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait rire les gens. Donc voilà, si jamais vous voulez détendre vos utilisateurs finaux, je trouve que c'est une
une bonne méthode et puis c'est assez marrant de les voir dessiner. Enfin, au début, ils sont un peu gênés parce qu'ils se disent « Ah, je ne sais pas dessiner », mais au final, on fait des carrés avec des croix dedans. Donc voilà, il y a une phase quand même pour les sensibiliser et puis leur expliquer que on s'en fiche de qu'ils dessinent bien ou pas, mais c'est vraiment de les embarquer. Et c'est une bonne méthode voilà, pour les embarquer dans notre métier et puis les aider en fait à nous comprendre. Ensuite, donc, dans la phase génération, prototypage. Ouais, joli. Personne connaît Kaamelott, c'est tout ça. Exactement, Kaamelott, bravo. Donc, il faut faire des maquettes. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu auprès des clients. Ils veulent souvent des maquettes pour se rendre compte. Des maquettes de tout. Des maquettes d'un formulaire, des maquettes pour un bouton qu'on va placer à droite. Ils veulent toujours des maquettes. Et en fait, ça ne sert à rien, des fois. Ça ne sert à rien de faire des maquettes pour tout et n'importe quoi. Même je trouve que c'est pas la finalité de notre métier, en fait. Il y a toute une phase avant de recherche, d'exploration, de compréhension des métiers. Et souvent, le client, il voit vraiment la finalité comme, voilà, c'est TUX, donc tu fais des maquettes. Et je trouve que c'est pas facile à faire comprendre qu'on n'a pas besoin de maquettes pour tout et n'importe quoi. Et puis voilà, c'est oui, en fait, pourquoi faire des maquettes à tout va alors que finalement, on a déjà des exemples qui existent, on a déjà des choses qui sont existantes, on a juste à faire des fois des captures écran et de présenter l'idée, et puis on reprend avec notre design system, et puis ça roule. Donc voilà, ça c'était difficile de faire comprendre, je trouve, aux clients que les maquettes, c'est pas forcément la finalité de notre métier, et que bah, voilà, c'est utile. Alors ça, c'est sûr que c'est utile pour quand on fait des grands prototypes, pour leur faire tester, pour comprendre. On récolte énormément de feedback, mais ce n'est pas forcément une finalité dans notre métier. Et ça, c'est un côté, je trouve, qui est difficile à faire comprendre. En revanche, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de prototypes, hein, parce que les prototypes, c'est quand même super. Quand on doit faire des tests utilisateurs, c'est génial. On se rend compte de vraiment comment l'utilisateur va interagir avec nos maquettes et on peut récolter énormément d'informations avant de faire le développement et puis que ça coûte une fortune. Donc voilà. Ensuite, on a la phase de test. Joli. Oh là là. Bravo, hein. Alors là, ouais. Bravo. Hop là. Ouais, c'est vrai, j'avoue, allez. Avec un petit... Tiens. Voilà, c'était le plus dur. Voilà, avec Jim Carrey, qui est l'un des meilleurs acteurs au monde, en toute objectivité. Mais bravo, je suis impressionnée, je ne pensais pas que quelqu'un trouverait. Donc, les tests. Les tests utilisateurs, bah voilà, c'est hyper important pour... valider nos hypothèses, pour comprendre nos utilisateurs finaux, pour sécuriser les projets. Et voilà, ce que j'ai appris dans les phases de test, c'est donc il y a plein de méthodes. On peut les faire en groupe, on peut les faire en solo, enfin en one-to-one, à distance. En groupe, c'est pratique parce qu'on a tout le monde d'un coup. Par contre, il y a toujours des caractères qui sont plus forts que d'autres, qui parlent plus fort que d'autres, et il y en a toujours qui vont se cacher derrière les autres. Donc je trouve que les retours qu'on a dans les tests de groupe sont sont moins authentiques qu'avec différentes méthodes. Ça, c'est un peu on va dire, l'apprentissage que j'ai eu en testant en groupe. Souvent, il y a une personne qui va parler plus fort, puis les autres vont dire « Ah oui, il a raison », alors qu'en fait, ça se trouve, si on les avait en one-to-one, ils n'auraient jamais dit ça. Donc voilà, c'est un peu, il y a beaucoup d'influence entre les personnes. Celui que j'aime bien, c'est le test en one-to-one. Je trouve que c'est chouette quand on a la possibilité de le faire, suivant les projets, bien évidemment, c'est pas toujours possible. Mais je trouve que c'est plus sympa parce que du coup, pareil, on crée du lien avec l'utilisateur final. On récolte, alors suivant les personnes, on récolte beaucoup de feedback. D'autres n'osent pas dire parce qu'ils ont peur de nous blesser, parce que c'est le prototype du designer qui vient faire tester. Donc c'est très important aussi de dire que en fait, le prototype, c'est pas mon prototype, mais c'est bien le prototype et que si ça va pas, il faut bien dire que ça va pas. Donc ça, il y a pareil, tout un travail
d'explications au début pour les mettre à l'aise, pour qu'ils puissent être le plus francs possible. Et sinon, il y a le test à distance qui fonctionne bien avec certains outils. J'utilisais Maze, je ne sais pas si vous connaissez, qui est pas mal parce que on a des heatmaps, on peut aussi entendre les gens parler. Souvent, ils ne le font pas, même si on leur dit que dans les consignes, commentez ce que vous faites. Voilà, à distance, c'est un peu plus compliqué pour qu'ils le fassent. Mais je trouve que c'était pas mal parce que on récolte pas mal de données. Puis ce qui est pas mal, c'est de combiner les tests avec ces outils-là quand on les fait en présentiel. Voilà pour les tests. Et donc, implémentation pour la matérialisation. Vous êtes prêts ? Il le sait. C'est la famille Migo Mortensen. Ouais, c'est ça. C'est une... Je vais faire des titres. Alors c'est... C'est Mister Fantastique. Ah oui, c'est ça. Ouais. T'as dit quoi ? Mister Fantastique. Presque. Je sais plus exactement. Bon, allez, t'as gagné. C'est Captain Fantastic. Voilà. Joli. Ah, c'est marrant. J'aurais cru qu'il était plus connu comme film. Donc, l'implémentation. Votre autonomie, notre réussite. Alors ça, c'est notre grande phrase chez Socraft. On aime que les gens soient autonomes et on veut les rendre autonomes. Mais pour moi, cette phrase, en fait, au début, quand je suis arrivée, je l'ai prise un peu comme je dois apprendre mon métier au client. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite. J'ai voulu apprendre mon métier au client en lui expliquant mes méthodes, en l'embarquant dans les workshops, en essayant de le rendre autonome sur certaines méthodes pour qu'il puisse les reproduire. Sauf qu'après, je me suis retrouvée dans une posture qui était un peu délicate où c'était le client qui m'expliquait mon métier. Donc, j'étais allée trop loin. Donc, ce qui était important, en fait, c'est pas apprendre au client, mais bien le sensibiliser. Et juste le sensibiliser pour qu'il comprenne, mais pas forcément qu'il sache tout faire. Parce qu'une fois qu'il passe dans la compréhension, on va dire, de la méthode et qu'il sait la faire, alors oui, n'importe qui peut suivre une méthode, hein, on n'est pas bête, hein, tout le monde regarde, hop, on sait faire. Mais il y a toute une autre démarche derrière qui est mise en place, et donc, c'est quand même un métier d'être designer. Donc c'est un peu embêtant quand on se retrouve dans cette posture. Et donc, voilà, ce que j'ai appris ici, c'est vraiment mettre des limites, chose que je n'avais pas faite au début, et pas rentrer dans ce mode où on apprend et qu'on veut apprendre à notre client, alors qu'au final, il va juste être sensibilisé à nos métiers pour comprendre, pour qu'il puisse ensuite être autonome face à d'autres designers et qu'il puisse comprendre ce dont il a besoin. Donc voilà, ça c'était mon apprentissage sur 2021, enfin 2022. Non, c'est pas la coupe de feu. Non, c'est un autre. Non, c'est... Qui c'est qui a dit le prince des 100 mêlés ? Joli. Tiens. Là. Bravo. Hop. Et donc pour conclure, donc mes apprentissages, s'il y a 4 points qu'on devrait retenir, voilà, c'est les limites. C'est hyper important de mettre des limites. C'est quelque chose où j'ai du mal, en fait, j'arrive pas forcément à dire non. Ça, donc je m'entraîne, je progresse. Maintenant, j'arrive à dire non plus facilement. Pareil pour sensibiliser et non apprendre. Parce que quand on rentre dans une phase où on apprend, du coup, après, on peut vite se faire bouffer. Et j'ai mis donc évangéliser la parole du designer. C'est quelque chose que je faisais pas beaucoup. Parce que pour moi, je voyais pas en fait l'intérêt de forcément expliquer mon métier à tout va. Et j'avais l'impression que c'était un peu narcissique. Et je me suis rendu compte que non, en fait, pas du tout. C'est plutôt c'est évangéliser dans le sens sensibiliser les personnes à notre métier pour qu'ils nous comprennent et pour qu'on puisse échanger. Et puis en fait, on gagne un temps fou quand on a un client qui comprend notre métier et qui sait ce dont il a besoin. Et puis en dernier, have fun, parce que c'est quand même cool d'avoir du fun. Donc voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Non, c'était tout clair. Pendant les séances pour briser la glace. C'est une question un poil sérieuse derrière parce que j'ai des expériences ou une en particulier qui me vient en tête quand tu parlais de ta première mésaventure où je me suis retrouvé à mener des workshops qui se sont transformés en des présentations. Personne ne se lève, personne ne prend la parole. On était censé faire un tri de cartes. Personne n'ose bouger quoi que ce soit. Alors, après coup, je me rends bien compte qu'il aurait fallu un petit peu, comme tu disais, dire non, shaker, faire quelque chose. Ouais. Tu t'es déjà retrouvé dans ce cas? Tu as des conseils ou des... Alors oui, du coup, le petit déjeuner, effectivement. Donc oui, si c'était à refaire, effectivement. En plus, là, on avait mis des donuts. On avait vraiment mis l'ambiance petit déjeuner. Il y avait des petits îlots. Mais je pense que c'est juste de plus expliquer en fait aux personnes et effectivement de faire un icebreaker. Je pense que c'est pas mal au début, ça détend tout le monde. Et puis même si c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le workshop, mais histoire de détendre tout le monde et de se dire non mais voilà, on a un groupe, voilà, ça lance en fait souvent de faire comme ça. Voilà. Question. Du coup, tu as beaucoup parlé des limites. Est-ce que tu aurais des exemples de quand maintenant tu as appris à dire non ou de choses un peu concrètes où tu mets des stops? Maintenant, je dis non à des projets même. C'est oui, en fait, j'ai envie d'être alignée avec mes valeurs. Et donc, oui, maintenant, j'arrive à dire non sur des projets où je sens que c'est plus en accord avec mes valeurs. Voilà, oui, du coup, j'arrive. Merci. Il y a une question. Question où? Je se passe le micro, merci. Oui, je me demandais si tu avais parfois du mal à avoir du temps de tes utilisateurs finaux, de tes clients. Alors, j'étais dans un projet très confortable où j'avais les utilisateurs finaux à 2 mètres de moi. Donc ça, c'était très facile. Mais effectivement, il y a des moments où c'est compliqué parce que chacun a ses emplois du temps. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de mettre en place des moments un peu informels où ils savaient que j'étais là, où s'ils ont 5-10 minutes de pause, hop, ils viennent me voir, on échange et puis et voilà en fait c'est. Mais après dans ce projet-là en particulier, c'était assez facile. C'était vraiment, j'avais les utilisateurs à côté de moi, donc si j'avais une question, j'allais les voir. Je disais, au fait, j'ai fait ça, ça te va, ça te plaît, puis hop, puis on implémentait. Donc ça c'était très confortable. Donc là, je comprends que c'est quand tu es sur place chez le client. Exactement, ça se passe comme ça. ça. Et est-ce qu'à l'inverse, du coup, tu ne te retrouves pas avec toujours le client? Trop. Oui. Oui, après, voilà, c'est... oui, effectivement, le client est il est présent, mais c'est un client 5 étoiles qui est présent, mais qui n'est pas sur mon dos à regarder ce que je fais. Voilà, on avait vraiment défini, on avait un endroit où on travaillait. Et après, moi, je me déplaçais comme je voulais. Donc non, ça, on a eu de la chance. Mais oui, il y a d'autres projets où, effectivement, si on est chez le client, souvent, ça peut mettre une pression parce que il est là et qu'il veut voir tout de suite ce qu'on fait. Il veut voir tout de suite si on a avancé. Tu as fait tes maquettes? Non, je suis en phase de recherche, je n'ai pas fait mes maquettes, évidemment que non. Voilà, il y a des situations comme ça qui peuvent se produire. Merci. Merci. Ouais, j'en ai une. Tu nous as montré plusieurs films. Est-ce qu'il y a un film ou une série qui permet de vulgariser facilement le métier du design? Ou même un clip de 2 minutes C'est quoi cette question? Je sais pas. T'es censé m'aider. Hein. Waouh, alors comme ça... Oh. Squid Game. Ouais, Squid Game, ouais. Ouais, là non, comme ça, j'ai rien qui me vient en tête. Mais je vais réfléchir. Si j'ai quelque chose qui me vient en tête, je dirais. Merci. Tu nous as présenté une technique pour pouvoir prototyper des idées. Est-ce qu'il y a d'autres techniques qui existent pour pouvoir donner vie en fait à des idées, les mettre sous forme plus concrète?
Alors oui, il y a énormément de méthodes. Il y a dans le même style, il y a le Crazy 8 par exemple, où tu fais avec 8 maquettes. Il y a des techniques génératives, il y a des design studios. Enfin, je ne sais pas si c'est intéressant que je rentre dans le détail, parce qu'il y a énormément de méthodes d'idéation, effectivement. C'est pas la seule. Mais ça, c'était ma préférée, c'est pour ça. Puis je trouve qu'elle est facile à appliquer et pour même des personnes qui ne sont pas UX, elle est facile à appliquer pour d'autres contextes, en fait. Voilà. D'accord, merci. Et puis, quelles sont les ressources, en fait, par exemple, pour ces différentes techniques? Où c'est que tu vas regarder Alors, je m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup Karine Lallemand, avec sa Bible des méthodes UX. Après, il y a plein de livres sur le design sprint, de Pauline Thomas, je crois. Et après, les autres, j'ai mangé les noms, mais c'est pareil, c'est ergonomie et UX, des titres un peu comme ça, où il y a beaucoup de méthodes. Et voilà. Ok, merci. D'autres questions? Bien. Ah, Ouais, je me pose la question, en fait, c'est très très digital, mais je vois quand même que dans certaines, mais le Crazy 8 par exemple, tu viens de nommer, il y a encore du papier. Combien est-ce qu'il y a encore du travail qui est fait en papier et combien est-ce qu'on fait du travail directement sur l'ordinateur? Ça dépend. Moi, j'aime beaucoup le papier. J'aime bien faire des ateliers avec des post-it, des papiers, parce que c'est palpable et j'ai l'impression que c'est plus interactif que quand on fait sur un board Miro, par exemple. Donc j'essaie d'allouer, on va dire, la phase. Alors si on reprend je sais pas si j'ai ma petite slide. On va dire jusqu'à à peu près l'idéation. J'essaie de faire au maximum mes ateliers avec des post-it et des papiers. Et puis ensuite, prototypage, ça, je bascule en digital forcément si c'est un outil digital, enfin un produit digital. Ouais. Donc oui, j'essaie de faire, parce que j'aime bien ce côté, juste toucher un papier, je trouve que c'est totalement différent que quand on déplace sur des boards, même si c'est plus pratique sur les boards, sur des applications, parce que du coup, on a directement les données sur notre ordinateur, on n'a pas besoin de retranscrire, de re-ranger. Mais voilà, c'est une petite préférence pour le papier. Voilà. Merci. Ouais, parce que moi, récemment, j'ai fait un petit design sprint en utilisant Mural. C'est la première fois que j'ai utilisé ça et c'est pas mauvais en fait. Mm-hmm. Alors, il y avait quelqu'un qui animait ça, donc c'était pas moi qui je faisais derrière le Mural et tout, mais c'est la première fois que j'ai senti qu'en fait, oui, on pourrait presque s'en passer du papier. Ah oui, sinon, j'adore aussi le papier. Oui. Quand on était, en période Covid, quand on était à distance, oui, les outils tels que Mural, Miro, ils étaient indispensables parce qu'on pouvait faire tous nos workshops directement dessus et puis t'as des post-it digitaux, donc c'est super pour ça. Mm-hmm. Merci. d'autres questions? Bien, parfait. Merci encore Claire pour ton talk. Merci à vous.